Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 20 novembre 2020 et si vous êtes comme moi utilisateur de Windows, cette date résonne peut-être en vous. En tout cas c'est une date anniversaire importante chez Microsoft puisque eh bien, le 20 novembre 1985, à l'époque j'étais tout petit, j'avais 4 ans, eh bien la première version de Windows sortait. Alors à l'époque, je pourrais refaire un jour peut-être des vidéos autour de tout ça, mais à l'époque Microsoft et Apple étaient plutôt à couteau tiré en tout cas entre Bill Gates et Steve Jobs. L'amour était pas au beau fixe malgré des débuts prometteurs, et Microsoft sortait comme ça une première version d'un système d'exploitation fenêtré qui ne faisait peur à personne à l'époque, qui était la première version de Windows. Et j'en profite aussi pour rebondir sur l'anniversaire de Windows 10. Alors on n'est pas tout à fait à date exacte à l'anniversaire de Windows 10, mais ça fait maintenant 5 ans que Windows 10 existe, qu'il tourne peut-être sur vos machines. En tout cas, si vous regardez ma vidéo depuis une machine Windows 10, voilà, ça fait 5 ans que le système d'exploitation est sorti. Il est sorti le 29 juillet 2015. Et je me suis dit, bah tiens, je vais profiter de ces dates-là pour vous faire un petit contenu spécial. Contenu à haut risque parce que je suis obligé d'utiliser VirtualBox pour virtualiser des systèmes d'exploitation. Et j'ai vu que c'était un petit peu galère par moment d'émuler certaines versions de Windows. En tout cas, l'idée que j'ai, c'est de vous virtualiser la toute première version de Windows 10, la 15.07, et la toute dernière au moment de cette vidéo, donc la 20H2, et puis de vous comparer les deux versions côte à côte. L'idée, c'est d'aller à travers le processus d'installation, de démarrer des versions tout à fait standards de Windows 10, donc pas les versions que moi je peux avoir sur mon bureau, qui sont très customisées puisque je l'ai mis à mon goût. Et puis donc on regarde les différences qu'il y a eu en 5 ans, avec quelques petites anecdotes, quelques petites infos. Comme ça, vous découvrirez peut-être des choses dans cette vidéo, et puis au pire, vous découvrirez ce qu'était Windows 10 si vous l'avez pas connu à ses débuts. Initialement, j'avais prévu de vous faire cette vidéo en utilisant Hyper-V. Je trouvais ça super sympa d'utiliser l'outil de virtualisation inclus dans Windows 10 pour virtualiser une machine Windows 10. Ça marche pas mal avec la 20H2, mais avec la 15.07, c'était plutôt moyen. Du coup, je me suis rabattu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur VirtualBox. Je me suis dit, c'est parfait, VirtualBox marche en général plutôt pas mal. Une fois qu'on lui ajoute les outils guests, donc les outils, les drivers additionnels, etc., pour que ce soit bien stable. Sauf que pour la 20H2, je suis jamais arrivé vraiment jusqu'au bout. J'ai une 20H2 qui marchouille, mais elle crache tout le temps, et je suis incapable de vous faire une comparaison avec la 15.07. Donc, VirtualBox, on oublie aussi. C'est tout caca, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est des outils qui sont censés marcher correctement. Mais dans mon cas de figure, pas moyen d'arriver au bout. Alors, solution de repli, je reviens à mes anciens amours, puisque j'utilisais VMware par le passé. J'ai remis VMware, alors une version non commerciale, VMware 16 Player, donc la toute dernière version. Et puis on va utiliser ça. A priori ça marche, j'espère que je vais pouvoir arriver jusqu'au bout cette fois-ci. Mais a priori ça marche. Donc j'ai fait 2 machines virtualisées, toutes les deux, 2 Go de mémoire vive et 2 corps, et on va lancer ces 2 versions de Windows. Alors probablement que mon curseur de souris sera un petit peu gros, parce que moi avec VMware je ne peux pas zoomer. Enfin, je ne peux pas redimensionner mes fenêtres. Je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, je peux pas les redimensionner. Donc du coup, je vais les mettre ici en plein milieu, et au moment du montage, je vous les zoomerai pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Mais ça aura pour effet que mon curseur de souris sera grossi, puisque je vais zoomer en gros x2. Alors, on arrive dès le départ dans, à gauche, Windows 10 15.07, à droite, Windows 10 20H2. On voit tout de suite que c'est exactement la même fenêtre d'accueil pour installer Windows 10. Alors j'en profite pour vous dire, ici en haut, vous voyez l'ancien thème de Windows, qui doit dater à peu près de Windows Vista. Donc ça c'est le mode dégradé de Windows Vista quand vous n'avez pas Aero, donc quand vous n'avez pas la 3D. Et si je vous compare ça avec une fenêtre moderne Windows 10, vous allez voir que ça n'a rien à voir en termes de look. Alors je sais pas du tout pourquoi Microsoft a laissé ce vieux thème tout démodé. Alors ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, mais en tout cas, que ce soit la version historique de Windows 10 qui est sortie il y a 5 ans, ou la version actuelle de Windows 10, c'est toujours ce vieux thème démodé. Bon, c'est comme ça. Je vais faire suivant dans les 2 versions, et ça va me permettre de vous montrer que on peut, avec l'outil, l'ISO d'installation de Windows 10, on peut réparer l'ordinateur. Donc vous voyez ici, réparer l'ordinateur. Alors je vous rappelle qu'on peut mettre ces fichiers ISO directement sur une clé USB ou sur une clé USB un petit peu améliorée comme Ventoy, dont j'ai fait une vidéo dédiée.
Vous pouvez prendre l'ISO, le lâcher tel quel sur la clé USB quand elle est sous Venteuil, et du coup ça vous permet d'avoir comme ça plusieurs versions de Windows 10 et de pouvoir réparer des machines, c'est assez pratique. Donc dans mon cas de figure ici, ce que je vais vous montrer, on va faire une installation standard. Donc je lance le process d'installation. Alors, ne comparez pas le niveau de performance des deux, je mettrai de toute façon en accéléré, mais on peut pas comparer la vitesse d'installation de deux Windows en virtualisé comme ça. Ma machine n'alloue pas toutes les ressources aux deux instances VMware, donc c'est possible que ce soit pas représentatif de la vitesse réelle des deux installations de produits. Alors ce qu'on voit quand on installe Windows 10, c'est que on n'est pas obligé d'entrer la clé produit. Vous voyez ici qu'il me demande une clé produit. Je vais pas la mettre, ça n'activera pas Windows 10, mais en même temps Windows 10 restera fonctionnel. Vous voyez juste que le texte a changé entre les deux versions, mais sinon globalement, ici on fait ignorer, ce qui est quand même assez rapide comme texte. Ici on dit clairement je n'ai pas de clé produit. L'étape suivante c'est de choisir l'édition du produit. Donc dans la version 15.07, je n'ai accès qu'à famille et pro. Alors il y avait d'autres éditions, mais sur cette image-là, j'ai l'impression que j'ai accès qu'à ces deux-là. En tout cas, c'était beaucoup plus restreint, donc on va choisir une pro, et j'en profite pour vous montrer qu'il y a différentes éditions dans Windows 10, et ici, dans ma version 20H2, vous voyez qu'il y a un tas de versions, et la version famille suffit largement, même pour des usages avancés, hein, Windows ne limite pas tant que ça l'utilisation de Windows 10. Donc on va prendre une version pro pour les deux. On arrive ensuite à la lecture des termes du contrat de licence. Alors là, jamais personne les lit, mais en général, il faut les lire. Juste une petite remarque sur la date. Vous voyez que la date de mise à jour, donc elle date de 2015 pour Windows 10, qui est normal, c'est la date de sortie de Windows 10. Par contre, pour la version 20H2, elle date de 2018, elle n'a pas été remise à jour depuis 2018. Alors si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire le jeu des différences. Moi, je vais faire... j'accepte les termes de la licence, et puis je vais faire suivant. L'étape suivante, c'est une installation de Windows 10, donc nous on va faire personnaliser, je fais pas de mise à niveau, je pars du principe que Windows 10 n'est pas installé sur la machine, donc je choisis personnaliser, et vous voyez que mon lecteur ici est vide, c'est exactement les mêmes menus, quelle que soit la version de Windows 10, au passage c'est ici qu'on charge des pilotes, quand on a une machine un petit peu exotique et que la machine ne reconnaît pas les lecteurs de disque ou le contrôleur lié à la machine. Donc, moi je choisis ça, je fais ici suivant, donc ça va me créer automatiquement les partitions de Windows 10. Si j'oublie pas, on verra après quelles sont exactement les partitions qui ont été créées sur la machine. Et puis ça lance l'installation, alors là va y en avoir pour un certain temps. Normalement ça va assez vite une installation de Windows 10, mais là je suis en virtualisé donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Windows 10 15.07 vient de finir la préparation des fichiers, donc en fait la préparation des fichiers c'est de les copier sur le disque pour devenir autonome, ne plus avoir besoin du média d'installation pour s'installer. Windows 10 20H2 quant à lui n'a pas tout à fait encore fini, vous voyez que là la 15.07 redémarre, la 20H2 n'a pas encore redémarré, et là on a un vrai démarrage, un vrai premier démarrage de la 15.07 qui va finir son installation. Donc on va voir à la fin si les deux arrivent en même temps, mais de toute façon je vais être obligé de les mettre en pause pour les synchroniser au niveau des menus, pour être sûr de pouvoir vous montrer la même chose en même temps. Bon, clairement la 15.07 est en avance, hein, la 20H2 fait seulement son redémarrage. Je pense que c'est assez réaliste en termes de durée, sachant que j'écris sur du SSD, donc on est quand même à des vitesses assez importantes, mais c'est assez réaliste en termes de vitesse de démarrage. Vitesse d'installation, vitesse de démarrage, donc je pense que c'est représentatif de ce qu'il y a sur des vraies machines. Et là, on est vraiment sur la 15.07, alors elle est plus légère la 15.07, donc ça explique aussi pourquoi elle s'installe plus vite. La 20H2 est un peu plus lourde. Troisième redémarrage de la 15.07, donc ici on a quasiment fini les étapes d'installation, donc on va en arriver à la configuration, à l'interaction avec l'utilisateur pour mettre en place Windows 10. Côté 20H2, c'est pas encore prêt. On en est à la phase de préparation, donc découverte du matériel et installation du matériel. Dernier démarrage de la 20H2, donc elle a une petite minute de retard, on va dire, sur la 15.07. C'est pas énorme, sachant que quand même depuis Windows 10 a grossi, sur le stockage en tout cas, il a maigri en mémoire, il a maigri dans le sens qu'il consomme moins de ressources pour les machines sur lesquelles vous l'installez. Par contre, sur le disque dur, il consomme un peu plus.
Donc ça explique qu'il met un peu plus de temps aussi à s'installer. C'est proportionnel à la quantité de données qu'il met sur le disque. Puis il reconnaît aussi beaucoup plus de matériel. Donc voilà, il y a un tas de raisons qui expliquent que ça s'explique en tout cas qu'ils prennent un petit peu plus de temps à finir de s'installer. Voilà, donc là on a maintenant la comparaison entre les deux versions de Windows 10. Alors vous voyez qu'on n'a pas tout à fait accès au même menu au démarrage. La 15.07 redemande à nouveau de saisir la clé produit, mais on a toujours l'option ici de reporter à plus tard, donc ce que je vais faire. Voilà, et puis ici normalement on doit pouvoir utiliser le démarrage rapide de Windows, donc passer en revue vite fait tous les paramètres. Moi je vais les rentrer quand même je vais rentrer en détail pour qu'on ait bien accès à toutes les fonctionnalités pour pouvoir vous montrer au fur et à mesure. Donc on va sur la 20H2, je choisis français France pour le clavier. Ça c'est des menus qu'on n'a pas sur la 15.07, hein. Je vous montre la 15.07, on va aller ici sur les paramètres de personnalisation. On a quelques menus de personnalisation, saisie vocale et tout ça, mais là on n'a pas tout ce que propose ici la 20H2. Et d'ailleurs la 20H2 a Cortana d'intégrer, donc elle vous parle. Vous pouvez finir l'installation à la voix quand vous êtes équipé d'un PC avec micro et haut-parleur. Ça peut être agréable, ça peut être pratique. Si vous installez souvent Windows 10, ça peut être sympa. Quelques petites mises à jour sur la 20H2. En attendant, on va regarder la 15.07. Donc dans les paramètres de personnalisation de la 15.07, vous avez la saisie vocale, vous avez l'envoi de données à Microsoft. Donc ça, vous pouvez désactiver l'identifiant de publicité. C'est est-ce que vous voulez être tracé personnellement pour avoir des publicités ciblées ou pas, et puis des données de localisation. Ici on va avoir les mêmes réglages dans la 20H2, mais vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus poussés parce que même si on reproche beaucoup de choses à Microsoft, ils ont fait un effort quand même important sur la confidentialité, et donc vous allez voir qu'on a beaucoup plus de menus. Alors ici je lui dis à Windows 10 20H2 qu'on est pour une utilisation personnelle, puisque vous pouvez aussi l'installer dans une organisation. Et puis pour la 15.07, je vais laisser tel quel au niveau des données personnelles. Alors vous voyez qu'on a accès à tout. La 20H2 proposera un petit peu plus tard ces réglages-là. Ici, on est obligé d'y répondre tout de suite. Donc là, on a plein de choses comme comment doit se comporter le navigateur, parce que je vous rappelle que le navigateur par défaut est celui de Microsoft, et puis comment se comporter avec les contacts, les réseaux et tout ça. Donc je passe sous silence quelques-uns des menus. C'est juste pour vous montrer qu'au niveau de la confidentialité, dès la 15.07, il y avait quand même des choses qui étaient proposées par Microsoft. Alors, à nouveau un petit démarrage de la 15.07, donc là on a un démarrage de plus pour la 15.07 par rapport à la 20H2, qui elle est quasiment prête. Elle attend justement la 15.07 pour finir, parce qu'elle a encore quelques petites questions à poser, mais la 15.07 n'a pas tout à fait fini de s'installer. Voilà, donc là on voit le menu que j'avais tout à l'heure, donc je vais dire la même chose, donc je suis propriétaire de la machine, donc comme tout à l'heure je fais la même chose, suivant. Et donc là on va arriver à nouveau synchronisé en termes des menus. Voilà, donc là ça vous propose, quelle que soit la version, 15.07 ou 20H2, ça vous permet de saisir votre compte Microsoft. Alors le compte Microsoft, qu'on soit dans la toute première version de Windows 10 ou dans la 20H2, le compte Microsoft est complètement optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Moi je vous conseille, si c'est votre machine personnelle, ici c'est dans le cadre d'une démo, donc je vais pas y associer mon compte Microsoft, mais je vous déconseille formellement d'utiliser un compte local. Le compte local a déjà une sécurité moindre, et puis ensuite vous allez, y a plein de fonctionnalités auxquelles vous n'allez pas avoir accès. En particulier, comme sur un téléphone portable, avec un compte Microsoft, vous pouvez retrouver votre machine, vous pouvez la bloquer, vous pouvez la géolocaliser, mais vous avez aussi des fonctionnalités avancées comme Windows Hello pour la connexion et tout ça. C'est des fonctionnalités qui sont associées à un compte Microsoft, et vous n'en avez pas quand vous avez un compte local. Voilà, maintenant si vous voulez vraiment absolument garder un compte local, vous voyez ici que ça vous demande de saisir l'adresse de votre compte Microsoft, mais vous pouvez faire ignorer, et on passe sous silence. Et de la même manière, dans la 20H2, ici, je fais compte hors connexion, c'est l'équivalent du compte local, et vous allez voir qu'on va arriver sur un menu similaire. Alors la 20H2, elle propose en attendant de se connecter aussi au service Microsoft, parce que même avec un compte local, vous pouvez quand même accéder à des services Microsoft comme OneDrive. Donc là, à nouveau, je vais faire expérience limitée, je ne souhaite pas les menus OneDrive. Et puis ici, vous avez donc le dernier panneau, que ce soit sur la 15.07 ou la 20H2, qui vous demande de créer votre compte local. Donc ça, c'est le nom de votre compte. Et vous voyez ici qu'elle propose encore, la 20H2, quand même, d'utiliser un compte en ligne. Donc elle vous recommande quand même de basculer sur le compte en ligne. Alors on va créer le même compte des deux côtés, donc je vais l'appeler Guillaume. Et puis je vais pas lui mettre de mot de passe. Alors évidemment, là encore une fois, je ne peux que vous conseiller de sécuriser fortement votre machine avec un mot de passe fort.
Derrière, vous avez Windows Hello qui pourra vous aider pour ne pas avoir à saisir le mot de passe, et puis vous faire un compte par personne qui utilise la machine. Sinon, eh ben, bonne chance si vous voulez garder des informations privées. Il n'y a plus aucun moyen ensuite de les cloisonner si vous partagez votre compte Microsoft ou votre compte local. Donc, on fait suivant sur la 15.07, ce qui va créer un compte sans mot de passe. On fait suivant sur la 20H2, je ne saisis pas de mot de passe, et je le redis, hein, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Et puis, on va arriver sur les dernières étapes de la 20H2. Donc là, maintenant, toute la partie confidentialité, données personnelles et tout ça, c'est reporté à la fin sur la 20H2, alors qu'on l'a déjà fait sur la 15.07. Donc ici, vous avez à chaque fois la possibilité de dire est-ce que vous voulez la reconnaissance vocale en ligne, donc envoyer vos empreintes vocales sur le cloud Microsoft ou pas, donc exactement comme chez Google. Donc moi je vais désactiver, mais on pourrait laisser activer. Est-ce que vous voulez avoir la géolocalisation? Donc là je vais laisser activer. Donc vous voyez toutes les questions que Microsoft vous pose pour savoir exactement, ici on est aux données de diagnostic, donc est-ce que ces données-là doivent être envoyées à Microsoft ou pas? C'est des données qui sont toujours anonymisées, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu qui sont pas enthousiastes à l'idée d'envoyer ça à Microsoft. Bah, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Écriture manuscript, vous pouvez désactiver la saisie. Les données de diagnostic, vous pouvez les désactiver si vous voulez. L'identifiant de publicité, comme je vous ai montré pour la 15.07, ça se désactive si on veut. Et là, on en arrive à la dernière étape, qui est maintenant Cortana. Donc, est-ce qu'on veut Cortana ou pas? Donc là, c'est est-ce que Cortana doit s'allumer ou pas? Donc là, je vais lui laisser activer Cortana, pourquoi pas. Et donc là, maintenant, on a vraiment deux machines qui sont dans le même état. Donc, évidemment, la 20H2, comme elle a posé plus de questions, elle est un petit peu en retard par rapport à la 15.07. Mais on va très rapidement arriver sur les bureaux des deux machines. Voilà, donc maintenant les deux machines sont démarrées. Ici je vais lui dire que oui, effectivement ce réseau est fiable. Et puis moi je vais couper là l'enregistrement parce que je vais installer les VMware Tools, qui sont les drivers en fait pour optimiser la virtualisation. Donc je vais le faire dans chaque machine, qu'elle soit optimale, qu'elle soit stable. Comme ça on pourra ensuite aller dans la suite des étapes. Et puis je pourrai vous montrer en quoi Windows 10 a évolué sur ces 5 dernières années. Allez, on est parti, même si ça vaut pas grand chose, je vais faire une petite comparaison de vitesse de démarrage. Donc j'envoie la commande de démarrage sur les deux machines en même temps. On va voir combien de temps ça met exactement. Je vous l'ai dit, hein, déjà je peux pas lancer les deux pile en même temps. Donc la 15.07 a été lancée un petit peu avant, et puis de toute façon ça sera pas significatif en termes de différence, mais ça vous permettra de voir que finalement, en 5 ans, les choses ne se sont ni améliorées ni empirées, puisque vous voyez que là les deux machines démarrent à peu près en même temps. Moi, globalement, je trouve même que ma machine Windows 10 s'est améliorée, mais comme je change aussi le matériel au fur et à mesure, j'améliore en termes de SSD, tout ça, du coup, c'est très probable que ça s'améliore aussi parce que j'améliore le matériel. Alors, j'en ai profité pour installer, donc je vous ai dit, les tools, les VMware Tools. Alors, je vais essayer de faire deux fenêtres qui ont à peu près la même taille, et les VMware Tools me permettent de redimensionner comme ça mes fenêtres, ce que je pouvais pas faire avant. C'est pour ça que j'étais obligé de zoomer, et c'était pas hyper pratique. Donc je rappelle, Windows 10 15.07 à gauche, Windows 10 20H2 à droite, je les ai mis dans un ratio qui est un petit peu spécial, mais ça me permet comme ça de vous faire du plein écran en les mettant côte à côte. On voit que par défaut, le zoom dans Windows 10 20H2 est différent. Alors, ça normalement c'est quelque chose auquel vous êtes habitué, c'est quelque chose sur lequel a travaillé beaucoup Microsoft sur ces dernières années, et ça se règle, si vous allez dans la partie affichage ici, vous avez la mise et l'échelle. Alors moi je la mets à 150%, et normalement on récupère un petit peu la taille historique qu'avait Windows 10 à l'origine, ou Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8.1 et compagnie. Mais par contre c'est super pratique, dès que vous avez des écrans avec des fortes définitions, vous pouvez zoomer ou dézoomer en fonction de vos préférences personnelles, si vous aimez bien les environnements très zoomés, donc où c'est facile de cliquer, de lire et tout ça, ou si au contraire vous voulez maximiser l'espace que vous réservez pour vos applications. C'est un choix qui vous est offert que vous n'aviez pas à l'époque de Windows 10 15.07. Alors, quand on arrive sur le bureau de Windows 10, comme ça déjà on peut se dire que la différence n'est pas énorme, et pourtant il y en a une énorme qui devrait vous sauter aux yeux. C'est la différence entre ce fond d'écran qui est ici, et ce fond d'écran qui est ici. Alors pour Microsoft, les budgets de lancement de Windows ont toujours été faramineux, hein. Microsoft c'est quand même une entreprise qui a les moyens, et la différence majeure que vous avez entre ces deux fonds d'écran, c'est que ce fond d'écran là, qui s'appelle en fait Hero Desktop, c'est un fond d'écran qui a été créé mais à partir d'une vraie photo. C'est-à-dire que Microsoft a employé des gens pour mettre en place comme ça un cadre de plexiglas, des effets de fumée,
de manière à pouvoir créer ce fond d'écran qui était animé. Alors je vais essayer de vous montrer, alors j'aurais peut-être des soucis de copyright, donc dans ce cas-là je serai obligé de couper ce passage, mais sinon voilà ce que ça donne en termes de capture. Donc vous voyez ici l'équipe en charge de ces effets-là, qui mettait en place les fonds, et vous voyez donc comment ils ont fait. Donc c'est du plexiglas, hein. Si on recule ici, on voit qu'il y a du plexiglas, une projection, et puis des rendus. Tout a été fait avec des vraies caméras, des vraies photos, des lasers, de la fumée, alors que l'image que vous avez de fond d'écran en fait de Windows 10 20H2, lui est purement en image de synthèse. Et donc l'idée c'était derrière de pouvoir créer ce fond d'écran comme ça en mettant de la couleur, donc en pouvant le customiser, mais aussi en pouvant l'animer. Et là on le voit bien en fin de vidéo. Ici, voilà, on a cet effet où ça peut, donc c'est animé, ça peut être dézoomé, tout ça. Et c'était l'idée qui était derrière, c'était de faire quelque chose de moderne. Donc voilà en gros déjà la petite histoire derrière la grande histoire. Pour Windows 10, Microsoft voulait faire les choses en grand. Et donc plutôt que se simplifier la vie comme ça en faisant juste un rendu 3D vite fait, parce que ça c'est quand même, même si ça paraît simpliste, ça va quand même très vite à faire, bah, ils ont pris des photographes et ils ont fait les trucs en grand. Alors, déjà ici quand on arrive dans Windows 10, le premier truc qu'on a envie de faire c'est un petit WinVer de chaque côté, juste pour vous montrer les identifiants de version de Windows 10. Donc on a les versions de Windows 10, vous voyez que Windows 10 s'appelle Windows 10 à l'époque. Microsoft était toujours dans une idée d'aller de l'avant. Ils se sont pas dit Windows 10 va être une de nos dernières versions de Windows, parce que je pense qu'on ne verra pas de Windows 11, de Windows 12 et compagnie. On est rentré vraiment dans un cycle où Microsoft conserve Windows et l'améliore en continu. Il est vraiment très peu probable qu'on ait une nouvelle version de Windows 10 qui arrive un jour, ça s'appellera toujours, je pense, Windows 10. Bon, après ça, l'avenir me donnera peut-être tort. En tout cas, pour la première version de Windows 10, il avait appelé Windows 10, qui paraissait logique, mais dès les premières mises à jour, ça a posé problème, parce que bah si vous appelez un truc Windows 10 et que le suivant s'appelle aussi Windows 10, il n'y a plus moyen de les différencier, et puis tout ce qui était Service Pack et tout ça, ça n'existe plus maintenant dans les concepts en tout cas. Donc, du coup, bah ils ont renommé les versions. Alors il y a différentes manières de nommer les versions de Windows. Donc voilà les différentes versions de Windows 10. Elles ont pour certaines des noms de code. Donc au départ Microsoft avait choisi de donner des noms de code. Donc la version 15.07, Threshold 1, jusqu'à la version 20H2. Et donc ils ont quitté les noms de code quand ça a commencé à devenir un petit peu pénible. De la même manière, les versions de Windows ont des noms commerciaux. En général, les noms commerciaux étaient au départ liés aux jeux de fonctionnalités qui sont sortis. Donc si vous vous rappelez, je les ai quasiment toutes testées en vidéo. Donc vous pourrez retrouver l'historique complet de tous ces tests sur ma chaîne. À certains moments, donc c'était soit le moment de l'année où la version sortait, donc vous avez November Update, Fall Creators Update. Donc vous avez des noms comme ça qui font penser au moment où la version sort, mais vous avez aussi des noms qui font penser aux jeux de fonctionnalités qui étaient apportés. Donc par exemple dans Creators Update, vous aviez des améliorations autour de tout ce qui est la création de contenu. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient donné des noms qui étaient en association directe avec le contenu. Mais très vite, il s'est trouvé que dans les versions de Windows 10, il y avait plus de lien, enfin, il y avait plus vraiment un jeu de fonctionnalités qui avait un sens, une thématique. Il y avait beaucoup de thématiques. Microsoft fait des évolutions dans tous les sens. Et donc du coup, bah, comme il y avait plus de moyen de les nommer de cette manière-là, bah, c'est pour ça que c'est devenu les versions que vous connaissez, donc les May Update, October Update et tout ça. Donc vous avez ici le résumé en gros de toutes les versions qui sont sorties, sachant que donc ça représente à peu près 5 ans d'évolution. Et en 5 ans d'évolution, il y a eu du chemin. Et ça, bah, on va le voir ensemble, vous allez voir que ça a bien évolué. Alors s'il y a bien un truc qui n'a pas évolué, c'est l'explorateur de fichiers. Là, je pense que vous êtes au courant, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent toujours un explorateur de fichiers avec les onglets, tout ça. Par contre, l'explorateur de fichiers est toujours pratique à utiliser, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il n'y a pas d'évolution sur ce type de logiciel et c'est bien dommage. Par contre, il y a des choses qui ont beaucoup évolué, énormément évolué. C'est par exemple les menus démarrer. Alors, il faut savoir que le menu démarrer qu'on voit sur Windows 10, c'est le menu démarrer de Windows 8 ou Windows 8.1 si vous voulez, qui est un OS que j'ai trouvé génial, mais sur lequel j'ai toujours dit tout au long, alors je suis pas le seul hein, évidemment, mais tout au long de mon utilisation de Windows 8, j'adorais l'OS, mais j'ai jamais compris pourquoi Microsoft a imposé le menu démarrer type tablette sur des PC qui ne sont pas équipés d'écran tactile,
avec des très grands écrans, des choses comme ça, c'était vraiment inutilisable. Et donc avec Windows 10, il y a eu la fin quelque part du besoin de mettre des outils spécialisés pour recréer les menus démarrer des Windows 7 et compagnie. On retrouve ici donc le menu de Windows 8, en gros le menu tuile, mais en version plus petite. Alors on peut toujours le changer de taille, on peut toujours le remettre en plein écran si on veut. Donc ça c'était la première version de ce menu. Alors ce menu est très peu configurable, on peut un petit peu le redimensionner, on peut renommer les groupes, on peut déplacer les groupes, mais ça se limite à peu près à ça. Et puis vous voyez ici vous avez des applications, mais les applications sont... Alors ça c'est les applications les plus utilisées, on peut un peu personnaliser cette partie-là, mais c'est assez limité. Dans Windows 10 version 20H2, et dans les quelques versions antérieures, ça c'est beaucoup plus configurable, donc vous avez ici l'accès au menu démarrer complet, donc qui est beaucoup plus pratique, on n'a que les icônes de présente, et puis là vous avez l'ensemble des applications, mais ça on peut le cacher, et donc on peut customiser la barre des tâches, donc vous avez ici le menu de customisation de la barre des tâches. Alors moi ici je vais pas pouvoir le faire, vous voyez que ça me dit que je dois activer Windows 10, alors c'est dommage, du coup je pourrais pas vous montrer exactement ce qu'on peut faire, mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu, si vous n'activez pas Windows 10, il y a certaines fonctionnalités que vous n'avez pas, et dans ces fonctionnalités-là, vous n'avez pas certaines configurations pour s'adapter à vos besoins. Mais en tout cas, vous pouvez redimensionner le menu démarrer en hauteur, en largeur. Vous pouvez le mettre en plein écran, si vous voulez le faire apparaître en plein écran. Donc ça, on le voit ici, hein, même si j'ai pas accès au... je peux vous montrer ici. Vous voyez ici, j'ai un menu démarrer normal sur ma machine. Si je fais paramètres, ici, on voit que je peux le mettre en plein écran. Donc dans la section démarrer de mon vrai Windows 10 qui tourne, je peux mettre le menu en plein écran, et donc vous allez voir que voilà, ça apparaît en plein écran. Alors ici, c'est la version 20H2 qui est super élégante, avec sa petite transparence et tout ça. C'était pas le cas dans la version 15.07, bien évidemment. Donc le menu démarrer qui a beaucoup évolué, qui au final, je trouve, en tout cas moi, je m'y suis fait depuis un bon moment, et je le trouve largement supérieur à ce qui existait auparavant dans les vieilles versions de Windows, hein, quand je reviens sur une version Windows 7 et Windows 8, et heureusement, ça m'arrive pas souvent, je ne regrette absolument pas cette époque-là, et je suis très 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 content de ce qu'est devenu le menu démarrer de Windows 10, sachant qu'il propose des dossiers, ce qui n'existait pas au départ, avec une image de dossier. On peut déplacer des applications dedans, on peut changer la taille des tuiles, donc on peut créer des tuiles dynamiques, on peut créer des grosses tuiles, on peut faire des toutes petites tuiles, si on veut que l'application ne prenne pas beaucoup de place, et donc du coup on peut vraiment avoir un menu démarrer à son goût. Donc voilà le mien sur ma machine personnelle, c'est extrêmement pratique, extrêmement confortable. Donc ça c'est le menu démarrer, quelque chose qui a énormément évolué au cours du temps, et quelque chose qui a évolué dans le bon sens. Quelque chose aussi qui est intéressant de voir, c'est la zone de notification. Donc dans la zone de centre de notification, zone de notification de Windows 10, vous avez différents raccourcis qui vous permettaient de changer différentes configurations, donc allumer le Wi-Fi, allumer le Bluetooth et tout ça. Je pense que vous connaissez si vous êtes utilisateur de Windows 10. Mais dans la version 20H2, on voit que ces possibilités sont largement améliorées. Donc on a beaucoup plus d'options, qu'on peut aussi d'ailleurs changer. Sur Windows 15.7, la centre de notification, c'est essentiellement quelques notifications ici, groupées par application, mais très basiques, puisqu'on était sur un premier G quelque part, enfin une réutilisation de ce qui existait déjà, mais assez basique. Et puis des tuiles comme ça, on peut réduire, on peut développer, mais on peut pas en faire grand chose, si ce n'est aller dans la tuile en elle-même. Dans la version 20H2, la version la plus aboutie, on voit qu'on peut là encore réduire, développer. On peut aussi modifier les actions, donc on peut évidemment les épingler, les désépingler, en ajouter. S'il y en a d'autres sur votre système, vous pouvez les mettre. Et donc vous pouvez changer leur ordre, ce qui permet aussi éventuellement de choisir les 4 actions que vous voulez voir apparaître en permanence. Donc une gestion des notifications bien plus poussée, avec ici la possibilité d'aller dans le menu des notifications et de faire énormément de réglages. Activer ou pas les notifications par application, globalement, les comportements d'application, donc est-ce qu'il faut que certaines notifications s'affichent ou pas. Tout ça, c'est des comportements qui sont réglables, qui n'étaient absolument pas à l'arrivée de Windows 10. Ensuite, il y a des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais même dans des choses assez simples comme le calendrier et l'heure de Windows, il y a des choses qui sont apparues en plus. En particulier, vous pouvez créer des rendez-vous et gérer vos agendas comme ça directement depuis ce menu-là, ce qui n'était pas possible avant, puisque l'application n'existait même pas sous la première version de Windows 10. Hein, forcément, ils sont allés aux priorités, et les priorités n'étaient pas celles-là. Donc, des différences sur les modules de Windows, mais aussi des différences sur les applications. Si je vous lance la calculatrice ici, vous allez, de prime abord, vous n'allez pas avoir une grande différence. Les calculatrices se ressemblent.
Vous avez toujours la possibilité ici de changer un petit peu ce qui est capable de faire la calculatrice, donc on va la placer en scientifique. Vous voyez ici qu'on a quand même des choses supplémentaires dans la version 20H2, mais surtout ce qu'il faut voir avec cette calculatrice, c'est que maintenant c'est une application. Donc cette calculatrice n'est plus associée directement à votre version de Windows 10, elle se met à jour comment? Elle se met à jour via le Store. Donc voilà le Microsoft Store. Je vous l'ouvre aussi côté 15.07 et on voit que ce store, alors je me trompe souvent parce que du coup comme il renomme les choses c'est compliqué, mais à l'origine le store s'appelait le Windows Store. On était sur une époque où Microsoft était très axé sur Windows, donc c'était le store d'applicatifs de Windows, mais en fait maintenant ça s'appelle le Microsoft Store parce que ça va très loin. Vous avez ce store là aussi sur vos machines Xbox par exemple, vous avez du crossplay entre un jeu Xbox et un jeu Windows, et donc du coup c'est devenu le Microsoft Store puisque vous pouvez y avoir accès à toutes les applications que vous pouvez installer sur Windows. Alors les applications qui sont là-dedans, c'est à la fois des applications en général natives Windows, donc qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles sont modernes, elles sont prévues pour les machines modernes, donc elles se mettent en veille, etc. Contrairement aux anciennes applications Windows, qui elles sont des applications historiques. Et donc, si on cherche là-dedans la calculatrice de Microsoft, vous la voyez apparaître là. Donc ça, c'est la calculatrice de Microsoft, je vous le montre. C'est bien marqué calculatrice Microsoft. Alors que la calculatrice n'existait pas au départ dans la première version de Windows. Voilà, donc là vous voyez, dans le Windows Store historique, j'ai la possibilité de l'installer. Donc elle va venir remplacer ma calculatrice incluse dans Windows, mais au départ, la calculatrice était un module de Windows. Et donc était lié au cycle de vie de Windows et ne pouvait pas être mis à jour en dehors des cycles de vie de Windows. Donc c'est pour ça, c'est des évolutions qui sont extrêmement intéressantes dans Microsoft. Ils ont pris vraiment beaucoup de virages très intéressants, compris d'autres également, mais voilà, le fait de dissocier, de commencer comme ça à découper Windows, à le modulariser, à le rendre plus facile à mettre à jour, et du coup à le faire pour de vrai, c'est-à-dire à lancer des mises à jour 2 fois par an, ça montre que Microsoft fait beaucoup d'évolutions dans Windows, et moi ça me plaît bien, puisque c'est mon système d'exploitation principal, donc je suis très content qu'il soit mis à jour régulièrement. Une autre application qui est apparue avec Windows 10, c'est Edge. Si vous vous en rappelez, Edge, c'était le projet Spartan, donc le remplacement de IE, et c'était le nouveau navigateur pour Windows. Et Edge existe toujours sous Windows 10, mais même si sur la forme, on est toujours sur quelque chose de similaire en termes de look et d'ergonomie, il a complètement changé. Ce Microsoft Edge n'est plus du tout le même que le Edge d'origine. Voilà, je vous les ai mis côte à côte, ça saute pas aux yeux à première vue, mais c'est des systèmes qui n'ont rien à voir. Vous voyez qu'ici on a Microsoft Edge 20, qui date de 2015, alors qu'ici on a un Edge qui est basé sur Chromium. Donc si ici on va sur à propos, on aura des informations sur Edge, et donc son moteur c'est Chromium. Donc on est sur Edge version 87, basé sur le projet open source Chromium. Donc on n'est plus du tout sur le même moteur de rendu, on n'est plus sur quelque chose de spécifique Microsoft, puisque jusqu'à présent Microsoft aimait bien faire les choses à sa sauce de manière spécifique, et depuis quelques années, en fait depuis le virage Windows 10 et les premières mises à jour de Windows 10, Microsoft a pris un très gros virage sur l'open source, et donc maintenant Microsoft commence même à utiliser de l'open source dans ses propres logiciels, dont Edge. Edge est un très très bon exemple de ce que peut faire Microsoft, puisque Edge maintenant est lancé aussi sur les systèmes Linux, donc vous pouvez même aller jusqu'à installer Edge sur vos systèmes Linux, utiliser Teams. Si vous voulez faire de la communication en équipe, vous pouvez le faire sous Linux. Il y a il y a Office qui est disponible, qui peut être utilisé en version 365 web sous Linux. Donc voilà, c'est toute une ouverture qui se fait à d'autres univers, alors que Microsoft, historiquement, était très axé, forcément Windows, et puis un petit peu Mac, et c'est tout. Il fallait se débrouiller dès qu'on avait d'autres besoins. Moi je me rappelle, sous Linux, utiliser Crossover par exemple, pour pouvoir utiliser Office. Et bien ça, c'est pas vraiment encore tout à fait de l'histoire ancienne, mais presque, ça en devient de l'histoire ancienne. Voilà, donc une grosse différence, c'est les applicatifs, et par exemple, Edge, qui montre bien l'évolution de Microsoft en 5 ans, et en 5 ans, c'est vraiment de très très grosses évolutions, on voit que Microsoft va très loin et va très fort pour mettre à jour Windows 10. Évidemment, un autre point sur lequel Microsoft a beaucoup fait évoluer les choses, c'est la partie configuration de Windows 10, donc dans tous les paramètres. Donc là, je vous ouvre les deux, vous allez voir, de toute façon, ça saute aux yeux, on peut pas passer à côté. Vous voyez la différence de réglage. Alors,
il y a déjà un point qui est important, c'est on le voit dans le menu paramètres, donc déjà il est très gros, ce menu paramètres, parce qu'il n'y a pas grand chose à y mettre dedans. À l'époque, on allait dans le panneau de configuration de Windows, c'était historique, on fait ça depuis des années chez Microsoft, des dizaines d'années chez Microsoft. On l'a aussi d'ailleurs ici, hein, le panneau de configuration. Derrière, tous les champs de recherche, on verra vite fait si j'ai le temps dans cette vidéo, je voudrais pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Tous les champs de recherche, tout ça ont évolué, puisque vous avez Cortana qui a évolué, pas forcément dans le bon sens, vous avez la pertinence du moteur de recherche qui a évolué. En tout cas, vous voyez que grossièrement, ce panneau de configuration reste à peu près le même si au fil du temps, il se simplifie. L'objectif de Microsoft, c'est quoi? C'est assez simple, c'est de basculer tout ce qu'il y a dans le panneau de configuration et de le mettre dans les paramètres. Donc ça se fait étape par étape. Pourquoi? Parce que... alors, c'est pas idiot, hein, y a beaucoup de personnes qui sont contre ce menu des paramètres, et pourtant ce menu des paramètres est excellent dans sa manière de faire. Déjà parce que c'est une ergonomie qui est adaptée à notre monde moderne, puisque je vous rappelle que Windows 10, son objectif, c'est pas de tourner que sur des machines fixes avec des écrans, etc. C'est aussi des petites machines, des tablettes, des ordinateurs portables qui ont des écrans tactiles, et donc il faut des endroits où on puisse appuyer avec le doigt pour faire des réglages. Et donc ce menu-là est complètement inapproprié pour ce type de machine. Et là où ça devient intéressant, c'est que contrairement à cette version-ci des paramètres, qui était trop basique, et puis on voit très clairement adapté uniquement à la saisie au doigt, ici on a un intermédiaire où ça reste totalement exploitable. Alors on va aller dans Système, ça reste totalement exploitable d'utiliser ici la souris, et pour autant on n'est pas sur un menu comme ça énorme comme on pouvait avoir avant avec la première version de Windows 10. Donc là on voit les versions de Windows 10. Donc on voit que mon Ryzen qui est virtualisé, il apparaît là. Mais je lui ai mis que 2 Go. Au passage d'ailleurs, Windows 10 tourne très bien, même avec 2 Go de mémoire, hein, c'est assez impressionnant. Ici c'est un 2 corps, 2 Go de RAM, de la machine que je virtualise, et vous voyez que ça tourne impeccable. Alors évidemment, hein, pour des usages un petit peu intensifs, ce serait léger, mais on voit que Microsoft a optimisé l'utilisation des ressources. D'ailleurs, même, donc vous me direz, moi je trouve qu'au fur et à mesure des versions de Windows 10, la machine devient de plus en plus efficace. On voit par exemple que l'empreinte mémoire ici, elle est à 1 Go 3, alors qu'elle est qu'à 1 Go ici, alors que j'ai fait exactement la même chose hein, sur les deux machines. Là j'ai ouvert la calculatrice, j'ai ouvert le Store, le Microsoft Store, et puis j'ai ouvert Edge. Et pourtant, vous voyez que il y a une machine qui consomme beaucoup plus que l'autre. Donc ça montre l'optimisation qu'il y a eu avec Windows 10, et puis il y a des nouveautés qui sont exceptionnelles. Par exemple, dans le gestionnaire des tâches, vous avez la possibilité de voir vos cartes graphiques avec la consommation en GPU, la consommation de mémoire et tout ça, et la température, ce qui est vraiment génial et très très bien pensé. Donc on en revient à ces paramètres. Alors évidemment, moi j'ai une version non activée de Windows, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais il y a énormément de possibilités maintenant directement depuis Windows 10. En particulier, vous avez tout l'ensemble jeu, avec les barres de jeu et tout ça. Donc si je vous montre la barre de jeu, donc la barre de jeu en fait c'est Windows G, donc vous faites Windows G et puis vous avez la barre de jeu qui apparaît comme ça en surimpression. Et donc tout ça c'est des choses qui ont été ajoutées après coup à Windows avec des modes optimisés pour pouvoir jouer, pour permettre de maximiser les performances de la machine quand on joue. Donc toutes des choses comme ça qui sont hyper intéressantes et qui rendent la machine encore plus intéressante à utiliser, bien plus optimisée que n'importe quelle version de Windows que vous pourrez trouver. Parce que quand j'en entends qui tourne encore sous Windows 7, ça me ferait presque tomber de ma chaise, parce que c'est vraiment pas un OS qui a utilisé. Déjà, il est complètement dépassé, il est complètement démodé, et puis en plus, vous auriez de meilleures performances, ne serait-ce qu'en passant à Windows 10, et puis Windows 10, c'est aussi beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui ont des soucis avec la partie confidentialité de Microsoft, pour autant, vous pouvez régler un tas de choses, donc vous pouvez même en désactiver avec des petits outils si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc je comprends pas qu'on reste coincé sur des vieilles versions de Windows alors que les nouvelles versions sont vraiment exceptionnelles en termes de fonctionnalité, en termes de performance et en termes d'ergonomie. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail de tous ces menus, mais vous voyez qu'on va très très loin, même dans les applications, puisque maintenant on bascule dans un monde d'applications type Windows, donc on peut facilement les installer, les enlever. Vous avez des fonctionnalités de Windows qui sont directement accessibles maintenant dans ces menus-là. Vous avez Windows Update et la partie sécurité. Donc on voit que ça s'est largement amélioré. Vous avez un tas d'options pour récupérer Windows, sauver Windows, mettre à jour Windows et tout ça. Vous avez aussi des choses assez intéressantes comme tout ce qui est gestion de compte. Ici, alors moi je vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est une machine virtualisée, mais c'est là où vous avez aussi Windows Hello qui vous permet de vous connecter avec empreinte digitale et caméra Windows Hello. Donc plus besoin de taper de mot de passe. Donc Windows est devenu passwordless, donc vous avez même plus besoin... En fait vous avez juste besoin de connaître un code PIN
pour les situations où Windows Hello n'arrive pas à s'en sortir. Et si vous avez empreinte digitale et ou caméra, et je vous renvoie vers ma vidéo de Windows Hello, bah vous avez plus du tout jamais besoin de taper de mot de passe. Donc c'est ce qui est devenu Windows. Au passage, ce système-là marche aussi, je m'en suis rendu compte hier, il marche aussi maintenant avec ma banque. Donc je peux me connecter directement avec Windows Hello de ma machine à ma banque, sans avoir besoin non plus de taper de mot de passe. Ça devient vraiment hyper agréable d'utiliser une machine Windows au quotidien. Voilà, alors il y a encore tellement de choses que je pourrais vous montrer sous Windows. Vous voyez par exemple ici qu'il y a le retour de Aero. On voit que l'effet de transparence qui existe sous Windows première version, Windows 10, eh bien ici, il existe encore, mais on voit que c'est un effet de vert qui est revenu de Windows Vista, en gros, l'effet Aero de Vista, on le voit aussi apparaître ici, quand on ouvre le menu démarrer. On peut régler aussi le thème de la barre des tâches, donc il y a une gestion de thème. Alors, moi, la plupart des choses sont verrouillées, vous le voyez ici, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. On peut changer, par exemple, les couleurs. Windows maintenant propose, alors je vais vous montrer d'ailleurs qu'il n'y a pas sous la version historique. Voilà, ici on a un thème de couleur, donc je peux changer éventuellement le thème de couleur, mais c'est tout. Je peux l'appliquer, mais je peux pas faire plus. Ici on peut choisir de basculer Windows dans un mode clair, un mode sombre, que ce soit pour les applications ou pour le menu démarrer, donc ça vous permet de l'ajuster à vos propres préférences. Donc voilà, toutes des choses qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement pratiques pour rendre Windows adapté à vos goûts et à vos choix personnels. Et voilà, et la dernière chose dont je voulais vous parler qui est liée à Windows 10, c'est Cortana. Cortana qui était génial sous Windows 10 première version, qui répondait à beaucoup de questions. Alors là, évidemment, il faut la connecter à un compte Microsoft si vous voulez qu'elle vous réponde. Elle ouvre des applications, elle répond à des questions, etc. Sous Windows 10 20H2, vous avez Cortana qui apparaît sous la forme d'une fenêtre comme ça flottante, qui a été retravaillée. D'ailleurs, la 20H2 là est pas à jour puisque Cortana ne s'ouvre même pas. Mais par contre, Cortana a perdu toutes ses capacités. C'est bien dommage. Cortana n'arrive même plus à ouvrir des applications ou à répondre à des questions de base, du genre quel jour sommes-nous, je crois, même des choses comme ça ne marche plus. Et ça, c'est bien dommage parce que pour moi, Cortana était un super accessoire de Windows 10. Il permet de gagner du temps, toujours à votre écoute si vous le souhaitez, évidemment. Et juste à la voix comme ça, vous lui dites et Cortana ouvre telle application et hop, ça se fait. Vous n'avez pas besoin de déplacer la souris, ça se fait pour vous. Vous pouvez rajouter des éléments dans l'agenda et tout ça, donc c'était quand même assez pratique. Voilà, je m'arrête là sur les comparaisons de Windows 10 en 5 ans. Il y aurait beaucoup de choses que je pourrais vous montrer, mais la vidéo deviendrait vraiment trop longue. L'idée, c'est quelque part de rallumer un petit peu la nostalgie en vous. Si vous vous rappelez pas le chemin parcouru, ça vous permet comme ça, sans avoir besoin de réinstaller une vieille version, de voir que effectivement le Windows 10 que vous avez connu n'est plus le Windows 10 que vous connaissez actuellement. Microsoft travaille vraiment énormément pour le rendre agréable au quotidien, au point que moi, je n'ai absolument aucune nostalgie du passé. Ce Windows 10 est exactement ce dont j'ai besoin comme OS au quotidien. Il répond quasiment à tous mes besoins, il n'est pas parfait, mais heureusement parce que ça laisse une marge de progression à Microsoft pour en faire l'OS parfait que j'attends. Mais en tout cas, il est devenu parfaitement adapté à mes besoins, il est connecté, vous le voyez ici, via l'outil téléphone, il est connecté à mon téléphone, il est capable de me montrer les photos que j'ai prises, me dire quand je reçois des SMS, me montrer les notifications de mon téléphone, il est connecté à mon compte Xbox, il est compatible avec ma console Xbox, il fonctionne sur le cloud avec mes applications Office, OneDrive et tout ça, et puis il est aussi super ouvert sur l'extérieur, il vient open source. Je vous ai parlé de Windows Terminal dans certaines vidéos, je vous ai parlé des Power Toys qui sont de retour sous Windows 10, mais il faut avoir une version récente de Windows 10. Donc il se rouvre au collaboratif, il se rouvre au retour d'expérience des gens. Donc si vous êtes utilisateur Windows, vous pouvez même prendre votre téléphone, alors pas quand vous voulez, mais vous pouvez prendre votre téléphone et directement discuter avec des gens de chez Microsoft qui vont vous demander un feedback sur certaines fonctionnalités. Moi, je suis en contact avec des PO Microsoft qui demandent régulièrement à des gens de les appeler pour leur dire ce qu'ils pensent de Microsoft, ce qu'ils aimeraient bien voir évoluer, ce qui les embête au quotidien. Donc Microsoft est ultra à l'écoute de vos retours. Ils ont ajouté un tas de raccourcis super intéressants et super pratiques. Je vais vous en montrer un qui va vous changer la vie si vous n'êtes pas au courant. Vous faites Windows, point virgule, et vous avez la barre d'emoji. La barre d'emoji qui n'existait pas dans Windows première version, et puis... alors qui apparaît progressivement dans d'autres OS, mais voilà, très très pratique. C'est flottant, ça s'applique dans n'importe quelle application, et puis vous avez accès comme ça rapidement, soit à des caractères spéciaux, soit à tous vos emojis, sans avoir besoin de vous fatiguer à aller les chercher quelque part. Tous des ajouts, moi le truc que j'utilise au quotidien c'est Windows Mage S, qui est aussi apparu dans Windows 10, alors je sais plus exactement dans quelle version, Creators Update je crois, et vous pouvez comme ça sélectionner votre zone, faire une capture d'écran, ça prend quelques secondes, vous avez directement la capture d'écran qui est dans le presse-papier,
Vous pouvez la retoucher si vous voulez pour pointer du doigt ce qu'il faut regarder. Vous la repartagez dans le presse-papier, vous l'envoyez, vous la copiez-collez dans votre application préférée sur votre téléphone ou autre, et hop, c'est parti, vous pouvez montrer comme ça à quelqu'un une capture d'écran ou prendre vite fait du contenu. Voilà, donc c'est pour vous montrer le gap technologique qu'il y a eu en 5 ans. Microsoft c'est devenu maintenant une bête de course pour l'ergonomie, pour l'utilisation professionnelle ou de particuliers. Et donc pour moi, Microsoft va vraiment dans le bon sens, je vois pas vraiment comment la situation pourrait se dégrader à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont pris le bon chemin, ils sont à l'écoute de leur public, enfin de leurs clients quelque part, parce qu'on quand même on paye pour Windows au moins quand on achète une machine, et donc bah ça devient une plateforme qui est super agréable à utiliser, super pratique, qui fait à peu près tout, et donc moi qui me convient pleinement. Voilà, maintenant n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Windows 10, comment vous avez vu cette évolution, si vous l'avez vu aussi dans le bon sens, ou si au contraire vous êtes des nostalgiques de, alors peut-être pas Vista, mais peut-être de Windows 7, et donc si vous êtes réticent à mettre à jour Windows 10, si vous avez eu des problèmes, etc. Et puis si ce type de vidéo vous intéresse, je sais pas quand, si j'ai le temps, etc., je peux vous faire des comparaisons entre différentes versions de Windows 10, puisque je les ai quasiment toutes connues. J'ai commencé sur Windows 3, je crois, et ensuite j'ai vraiment mis la main sur Windows à partir de Windows 95, donc je dis pas que j'ai connu Windows 1, mais je l'ai utilisé, et puis ensuite j'ai utilisé, enfin Windows 1.1, parce que j'ai le Windows 1, je crois pas que grand monde l'ait utilisé. Et puis bah voilà, donc j'ai bien connu l'univers Microsoft, et donc bah, si vous voulez d'autres vidéos sur cette thématique-là, n'hésitez pas. Puis je continuerai de toute façon à vous faire des vidéos sur les nouvelles versions de Windows 10, et puis mes trucs et astuces, quand j'en découvre, des petites fonctionnalités ou des petites astuces sympas sur Windows. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!